Les estivales de la question animale. Eh bien, Rémi, c'est à toi. Merci Nathalie. Donc bonjour. Merci de me proposer de faire cette intervention. Je voudrais donc parler des développements des alternatives à l'élevage intensif, donc de la transition des éleveurs et des élevages. Et en fait, parler de ça, ça va être aussi l'occasion de développer une théorie du changement d'un point de vue économique. Alors, comment ça va se dérouler? On va d'abord parler de l'écologie du mouvement. L'écologie du mouvement, du coup, c'est quelles actions sont possibles dans le mouvement animaliste en général. Et ça va nous permettre de situer là-dedans la question de développement d'alternatives à l'élevage. Ensuite, il y aura la question de la perspective stratégique. Donc, on va présenter une perspective qui dénombre un certain nombre d'actions qui vont vers la fin de l'élevage intensif. Et l'idée, c'est de voir comment ces actions-là, elles se coordonnent et comment, du coup, là-dedans, la transition des élevages, elle demande aussi d'agir sur différents points et d'être prise en compte dans un ensemble d'actions. Ensuite, on va parler du développement lui-même des alternatives, donc en quoi ça consiste de faire transitionner des élevages. Et on va voir comment on peut obtenir un basculement, comment on peut faire en sorte que finalement ce soit les alternatives à l'élevage qui soient dominantes en levant donc les barrières qui empêchent ce changement. Alors voilà, il y a 3 grands types d'actions militantes, ou en tout cas, il y a plein de perspectives qu'on peut avoir, mais on pourrait les distinguer en 3 grands types. Un premier, ce serait la transformation personnelle. Ce serait chercher à faire changer les comportements des gens. Donc, ce qu'on entend souvent, évidemment, le cas typique, ça va être faire en sorte que les gens deviennent végés, réduisent leur consommation de viande, etc. Il y a plusieurs changements institutionnels, plusieurs manières de provoquer un changement institutionnel, soit en faisant du changement de l'intérieur, ou alors on peut aussi chercher à s'organiser en créant de nouvelles institutions. Ça peut être un peu le cas des syndicats qui font une pression extérieure sur le gouvernement. Dans le cas de l'animalisme, un cas qu'on connaît bien, c'est le lobby de la chasse, qui sont très bien organisés pour obtenir des lois qui leur sont favorables. On peut penser aussi à des pressions qui vont plutôt venir de la société civile, comme des mobilisations de masse, de la désobéissance civile, etc. Et donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la création d'alternatives. Ces alternatives, on a souvent tendance à penser aux alternatives aux produits animaux, donc aux simili-carnés développés de la viande cellulaire, etc. Et en fait, nous, on va s'intéresser à des alternatives du côté de l'offre, c'est-à-dire quelle alternative on offre aux personnes qui ont un élevage et qui veulent en sortir. Donc voilà, ici, c'est une perspective, c'est un framework proposé par une chercheuse dans un rapport de Animal Charity Evaluator. Alors Mason, mais j'ai oublié son prénom. Donc on a tout en haut l'objectif qui est la fin de l'élevage intensif. Et on peut le diviser en 2 grands sous-objectifs. Un qui va être sur la demande, c'est-à-dire réduire les revenus des produits de l'élevage intensif, et un autre qui va être sur l'offre. Le but, ça va être de rendre l'élevage le moins viable possible. Et ensuite, à partir de ces grands objectifs, on va pouvoir penser tout un type d'actions à mettre en place qui vont être à plus ou moins large échelle.
En jaune foncé, vous avez l'action à laquelle on s'intéresse, c'est-à-dire développer des alternatives pour les participants. Ici, on dit participants pour toutes les personnes qui participent à l'élevage, parce qu'il n'y a pas que des éleveurs, il y a aussi des ingénieurs, il y a aussi des vétérinaires, des employés, etc., etc. Ici, développer des alternatives, ce que ça va permettre, c'est donc de réduire le nombre de personnes, réduire le nombre de personnes qui participent et du coup réduire petit à petit, amener un peu l'élevage à s'effriter. Et pour permettre ça, il va falloir un milieu culturel favorable, c'est-à-dire que le public et que les éleveurs eux-mêmes soient sensibilisés sur les problèmes de l'élevage intensif, que les changements vers des alternatives soient perçus comme positifs. Ça va être aussi que les gens aient des croyances différentes sur les animaux, par exemple, mais aussi sur l'écologie. Ça va être aussi faire en sorte que le pouvoir de l'industrie soit plus faible pour qu'on ait plus de pouvoir pour faire pression. Un point intéressant, c'est qu'il va falloir agir sur les lois, parce que pour qu'un éleveur choisisse de transitionner, il faut que ce soit intéressant économiquement pour lui. Donc il faut que l'investissement dans la transition soit rentable. Ici, changer les réglementations, ça va être par exemple demander aux éleveurs de payer pour les externalités négatives qui vont faire que ça va être plus compliqué d'avoir des revenus avec l'élevage. Donc je vais passer à la suite. Voilà, donc pour quelles alternatives on va pouvoir développer pour les éleveurs. En fait, on peut imaginer déjà des solutions vers d'autres formes de production alimentaire que créer des produits animaux. Ça va être par exemple des cultures champignonnières, du chanvre, des micro-pousses. C'est des cultures qui sont envisageables dans des bâtiments d'élevage. Et en fait, c'est intéressant de faire des cultures dans les bâtiments d'élevage parce que les bâtiments d'élevage représentent un investissement et ça permet de continuer dans la lancée de cet investissement de produire dans les mêmes bâtiments. Mais sinon, on peut aussi imaginer que sur une exploitation agricole, on puisse produire de l'énergie ou sur une ancienne exploitation agricole, même éventuellement faire du tourisme ou de l'agritourisme. Pour faire en sorte que les éleveurs changent vers ces solutions, il va y avoir différentes choses à faire. Ça va être par exemple de la recherche technico-économique, en fait, faire des études de faisabilité des solutions qui sont envisageables. Ensuite, il va falloir accompagner directement les éleveurs, savoir quelle est la solution qui est la meilleure pour eux, quel est le marché autour d'eux, quels débouchés ils peuvent avoir. Il faut les aider pour trouver quelle est la meilleure solution et pour les amener à changer. Il va y avoir ce que je vous ai parlé donc, au niveau du changement des réglementations qui sont importants, donc tout un plaidoyer politique à faire pour obtenir des subventions. Il va falloir aussi créer des réseaux pour que les éleveurs puissent s'entraider ou puissent aussi se repérer entre eux parce qu'on peut vouloir viser les éleveurs qui sont en difficulté avec leurs élevages et généralement ça va être les éleveurs qui vont être le plus à même de détecter cette situation. Et il va falloir ensuite développer des marchés. Donc on peut penser à la problématique des légumineuses en France où il faut développer un marché des légumineuses pour que ce soit intéressant pour les éleveurs de transitionner. Les motivations des éleveurs là-dedans, elles peuvent être diverses. Il y a la compassion pour les animaux,
la conscience environnementale, qu'on peut aussi regrouper aussi sous la perception de la demande sociétale. En fait, les éleveurs sont très au courant qu'il y a des critiques qui viennent de la société, et ils peuvent s'en préoccuper, ils peuvent désirer transitionner vers des formes d'agriculture qui sont mieux perçues socialement. Il y a aussi évidemment des perspectives économiques. Il faut que les perspectives économiques soient intéressantes. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'ils perdent trop d'argent dans la transition, et surtout qu'ils continuent à en gagner après. Ensuite, les barrières à la transition pour eux, ça va être les barrières comportementales, donc avoir peur d'un gros changement et qui peut les mettre dans une situation pire que celle dans laquelle ils sont déjà. Donc c'est la prise de risque que ça représente. Ensuite, il va y avoir la question des contraintes économiques, c'est-à-dire bien se rendre compte que les éleveurs à l'heure actuelle sont très souvent endettés, et que quand on est endetté, c'est difficile de faire des investissements. Et aussi, pour ces transitions-là, il y a aussi un besoin de soutien par des subventions publiques. Voilà, ensuite, il va y avoir tout un tas de défis un peu plus en termes d'organisation, comme par exemple quand on fait transitionner un élevage, où est-ce que vont les animaux. Et il va y avoir aussi la question de comment on restructure en fait les exploitations, sachant que ce sont des exploitations extrêmement spécialisées. Donc un bâtiment d'élevage intensif, c'est fait pour faire de l'élevage, et donc c'est sûr qu'on peut le réutiliser pour faire des productions végétales à l'intérieur, mais la question de savoir comment on fait concrètement, c'est compliqué. Et un bon exemple, ça peut aussi être les cages, par exemple. Si on arrête un élevage en cage, les cages, elles deviennent quoi? On les a payées, et puis finalement, elles génèrent plus de revenus. Donc, en fait, c'est un peu cette question-là qui se pose pour les bâtiments d'élevage. Comment on fait pour les transformer de manière à ce qu'ils continuent de générer un revenu malgré qu'ils ne soient pas faits pour faire des cultures végétales. Donc, il y a un ensemble. Là, on voit bien qu'il y a des limites à la transition, et donc pour lever ces limites, pour obtenir un changement social un peu plus massif, il va falloir cibler ces limites. Et donc là, bien penser que l'élevage, c'est un système socio-technique, c'est-à-dire que c'est un ensemble de connaissances, de savoir, de technologies, de savoir-faire. C'est aussi des normes, des valeurs, des idéologies qui sont impliquées. Et que, en fait, pour obtenir un changement social, il va falloir agir sur tout ça en même temps. Là, on peut réfléchir à quelles sont les conditions pour un changement. Et donc, pour obtenir un changement, pour obtenir un changement, il va falloir que ce soit intéressant en termes de prix. Prendre en compte le fait que les éleveurs sont endettés. Est-ce qu'on peut les soutenir avec des subventions? Et est-ce que la restructuration va pas être un investissement trop important? La condition de performance, c'est-à-dire qu'une fois que tout ça s'est payé, il faut aussi être sûr qu'on arrive à faire un produit qui soit apte pour le marché, qui soit concurrentiel. Donc par exemple, si on fait des champignons, il faut que ce soit des beaux champignons qui aient bon goût, et donc que l'investissement soit bien fait. Il y a une condition d'accès. Est-ce que c'est vraiment faisable? Et ça peut être sur les acteurs économiques en amont. Par exemple, pour faire des champignons, il faut les cultiver sur un substrat, et donc il faut avoir accès à des entreprises qui vendent ce substrat-là. Une condition de norme, et là on parle vraiment de normes dans le sens de valeur. Ça veut dire que ce changement, il doit être désirable. Ça veut dire qu'il soit promu socialement, et ça veut dire que les éleveurs aient envie de le faire, que ça corresponde à leurs valeurs. Donc là, j'ai du coup mis une liste d'organismes qui travaillent un peu sur cette question.
Vous pouvez peut-être connaître Transformation, du coup, qui agit là-dessus aux États-Unis. Eux, ils ont déjà réussi à obtenir des transitions d'élevage vers des cultures champignonnières. C'est un mouvement qui est un peu essaimé en Allemagne. Et en France, l'association qui va s'intéresser à ces questions d'un point de vue vraiment économique, faire des études de réalisabilité, etc., ça va être Transiterra. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté.